Bonjour à tous, je vous rappelle que ces enregistrements ont été faits tout spécialement pour les jeûneurs inscrits dans les sessions de jeûne et coaching et qui n'auraient pas pu assister directement aux exposés lors de leur session ou qui souhaiteraient tout simplement les réécouter. Donc ce soir, nous allons parler d'hygiène de vie. Qu'est-ce que l'hygiène de vie ? Eh bien, c'est l'ensemble des petits gestes, des petites choses que l'on peut faire au quotidien pour optimiser sa santé et qu'on peut faire par nous-mêmes de façon assez simple. Donc pourquoi optimiser notre santé ? Tout simplement, c'est un enjeu de société. Nous vivons de plus en plus âgés, mais ce qui est important, c'est de vivre également en bonne santé. Et la bonne santé n'est pas simplement l'absence de maladie, c'est également de garder une bonne capacité d'adaptation face aux événements de la vie. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, donc ça n'est pas encore une fois l'absence de perturbations ni de maladies, mais c'est d'avoir la capacité à faire face aux maladies et aux écueils de la vie et de récupérer le mieux possible. Donc tout d'abord, un constat de l'évolution humaine et plus précisément de sa corpulence avec l'Homo sapiens qui s'est peu à peu verticalisé au fil des siècles et a développé une musculature conséquente lui permettant d'être actif et de travailler. Pour finalement, ces dernières années, s'arrondir et remplacer cette masse musculaire par une obésité abdominale qui, comme nous l'avons vu précédemment, est un facteur de risque très important pour la santé. En parallèle, voici l'évolution de l'activité humaine avec une verticalisation permettant une plus grande efficacité dans la chasse, dans le mouvement, pour petit à petit, avec la sédentarisation ces dernières années, régresser vers une stature voûtée. Donc au programme de cette soirée, nous allons définir ce qu'est l'hygiène de vie. Nous parlerons ensuite de la vitalité, la maladie vue par les naturopathes et quelques facteurs de mauvaise santé. Et ensuite, nous verrons les facteurs naturels de bonne santé pour terminer par la pratique ou comment mettre en place une bonne hygiène de vie à long terme. Donc la vitalité, c'est ce qui nous donne cette capacité d'adaptation, c'est ce qui nous permet de cicatriser, de sortir d'une mauvaise passe quand il y en a une, comme quand on se coupe par exemple, nous avons la capacité à cicatriser. Donc quand on a une bonne vitalité, on a une capacité à bien cicatriser, ça va se faire naturellement. Par contre, quand on manque de vitalité, quand on est affaibli, la cicatrisation sera plus lente, prendra du temps et sera de moins bonne qualité. Donc c'est quelque chose qui est important pour rester en bonne santé et passer des caps qui sont parfois un peu compliqués. Donc nous allons voir la maladie vue par l'angle naturopathique. Donc toute maladie est le résultat d'un déséquilibre. Le corps ne cherche pas à nous ennuyer quand il tombe malade, c'est simplement une tentative pour revenir à un meilleur équilibre quand il y a un état de déséquilibre. Qu'est-ce qui va favoriser tout ça ? Tout ce qui est alimentation dénaturée, l'excès d'excitants, le manque de sommeil, le manque de contact avec la nature ou un excès de sédentarité. Donc tout ce qui va à l'encontre des grandes règles de la vie naturelle et tout ce qui va concourir à l'encrassement du terrain et aboutir à une dénaturation de notre système immunitaire. Donc on considère que la maladie résulte de deux mécanismes. Soit l'excès de toxines, l'excès d'encrassement du terrain, soit les carences par insuffisance d'apport en sels minéraux, en vitamines, tout ce qui concourt à permettre un bon fonctionnement physiologique. Donc il existe différents facteurs de déséquilibre. Tout ce qui vient d'une mauvaise alimentation, ce sera source de carence, de déséquilibre au niveau de l'intestin, comme nous l'avons vu précédemment. Les excès d'excitants, le manque de sommeil dont on parlera tout à l'heure, le manque de contact avec la nature aussi, tout ce qui va nous perturber dans nos rythmes de vie et puis bien sûr la sédentarité également. Donc deux mécanismes, des carences
et l'excès de toxines qui aboutissent à l'encrassement du terrain. On peut ensuite considérer que la maladie se propulse de deux façons. Soit d'une façon aiguë, donc là c'est une crise d'élimination, le corps cherche à expulser les toxines à l'extérieur du corps. La maladie n'est pas là pour nous embêter, encore une fois, elle est là pour tenter de rétablir un déséquilibre et de revenir à un meilleur équilibre. Donc dans ce cas, tout ce qui est rhume, grippe, boutons, c'est une tentative de l'organisme pour nettoyer, pour expulser à l'extérieur du corps tout ce qui vient encombrer ou perturber la communication entre les cellules. Car quand il y a un encrassage, cela signifie que les cellules communiquent moins bien entre elles, car le corps est encombré par tout un ensemble de molécules qui viennent perturber la communication cellulaire. Donc là, le système immunitaire prend les choses en charge, il va se défendre contre tout ça, et au final, nous sortirons grandis de cette maladie. La vitalité et le système immunitaire seront plus forts. Et quand on contrecarre cette expulsion des toxines à l'extérieur du corps, on aboutit progressivement à une maladie chronique. Donc l'élimination est perturbée, tous les systèmes sont perturbés sur le plan hormonal, immunitaire, il y a une diminution progressive de la vitalité, une inflammation dite de bas grade. Donc c'est comme un feu qui court. Le feu n'est pas encore là, mais au niveau des racines, c'est prêt. Et il suffit du moindre événement pour perturber l'équilibre et déclencher une maladie plus importante. Donc là, le système immunitaire est durablement affaibli, profondément également, et c'est de plus en plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on peut aboutir à des maladies plus ou moins graves également. Donc par exemple, le surpoids, qui peut être dû à une alimentation déséquilibrée, un manque de dépenses énergétiques, un excès de stress ou encore à des facteurs héréditaires ou un déséquilibre hormonal ou encore à une combinaison de plusieurs de ces causes. Donc le surpoids est un déséquilibre qui favorise cette inflammation de bas grade, mais également diverses pathologies comme le syndrome métabolique que nous avons évoqué, le diabète de type 2, certains cancers, etc. Donc le stress, qui est une agression du système nerveux et qui va déclencher un bouleversement hormonal, qui peut être plutôt de courte durée et positif, c'est ce qui a également permis à notre espèce de survivre en cas d'attaque, par exemple, ou bien négatif et chronique, ayant pour conséquence une tension excessive qui va perturber notre système nerveux et notre système hormonal et bloquer nos fonctions d'élimination. Donc, il sera conséquence également de nombreuses carences par défaut d'apport ou par défaut de bonne absorption, en lien également avec des comportements alimentaires déviants, puisque le stress favorise l'appétence pour les produits gras et sucrés et il pourra donc être cause de surpoids. La sédentarité qui favorise également tous les problèmes de santé, avec pour conséquence un ralentissement de l'ensemble du métabolisme et notamment au niveau de la respiration, de la circulation sanguine et de la circulation lymphatique, ainsi qu'au niveau de la filtration hépatique, et donc une mauvaise élimination, et là encore, une prise de poids. Nous allons maintenant voir comment éliminer les déchets. Donc nous produisons nous-mêmes des toxines. Il y a des toxines qui viennent de l'extérieur, les xénobiotiques, dans l'air que nous respirons, dans les aliments que nous consommons. Mais il y a également les déchets que nous produisons par notre propre métabolisme. Donc comment favoriser leur élimination ? Tout ce qui va être drainage avec l'utilisation des plantes en phytothérapie, avec des tisanes détox ou drainantes par exemple. L'exercice physique, quand on bouge, tout est éliminé plus facilement. Tout ce qui est massage, qui va détendre, stimuler la circulation du sang et donc favoriser l'élimination des toxines. Tout ce qui est hammam et sauna au niveau de la peau également. Et puis de boire abondamment. L'eau est importante pour les déchets qu'elle emporte. Cela peut être favorisé également par les cures de détoxination. On peut pratiquer des monodiètes. Ça consiste à ne manger qu'un seul aliment. Bien évidemment, on ne fait pas de monodiète de frites ou de chocolat. Donc pour favoriser l'élimination des toxines, il vaut mieux passer par des aliments hypotoxiques.
Donc la plus connue des monodiètes, c'est la cure de raisin. Elle peut se faire jusqu'à 21 jours, mais on peut également la faire sur 1, 2 ou 3 jours. Donc l'intérêt d'une monodiète, ça va être de faciliter le travail digestif, car on ne mange qu'un seul aliment et en plus un aliment hypotoxique. Et là, le travail de l'intestin est très simple et en même temps, on va bénéficier de ce que l'aliment contient, de sa richesse en enzymes, en sels minéraux et on pourra favoriser l'élimination des toxines. Donc une monodiète facile à mettre en œuvre sur 1 ou 2 jours, c'est la pomme. Elle peut se manger sous différentes formes. On peut la faire cuire, on peut la râper, on peut la manger crue tout simplement. Donc ça permet d'avoir une sensation de variété sur une même journée. Donc les monodiètes sont parfois plus faciles que le jeûne lui-même quand on doit travailler. Ça peut être quelque chose à mettre en place le lundi par exemple quand on a eu un week-end un petit peu festif. Ensuite il y a les cures de détox. Donc ça rejoint le fait de manger des aliments le plus sain possible. Ça peut se faire sur une journée, sur quelques jours également. Ça peut être une semaine à chaque changement de saison. Donc toujours un choix d'aliments simples à digérer. Donc des légumes, le plus cru possible en fonction de votre tolérance personnelle. Mais ça peut être également des légumes cuits ou décrudis, c'est-à-dire cuits rapidement quelques minutes à la vapeur, pour faciliter leur digestion quand on a une faible tolérance au cru. Et on peut également manger des fruits cuits ou crus. Ça va favoriser l'élimination des toxines et on va en même temps bénéficier de l'apport en micronutriments de ces aliments-là. On peut également pratiquer des jeûnes jusqu'à 7 jours. Ce sont des jeûnes de bien-être qui permettent un repos digestif total et une élimination plus soutenue car les organes de sortie comme le foie et les reins sont complètement disponibles pour ce travail-là. Il n'y a pas de travail de digestion qui, je vous le rappelle, est un travail important, donc 25% de nos dépenses énergétiques. Par contre, pour des jeûnes plus longs, au-delà d'une semaine, les mécanismes ne sont pas tout à fait les mêmes. Les reins sont plus sollicités pour fabriquer eux aussi des corps cétoniques. Donc nous considérons que c'est un jeûne qui nécessite une surveillance thérapeutique. Donc voilà pour les cures de détoxination. Donc le jeûne intermittent va améliorer notre santé en diminuant le temps d'alimentation. Il va favoriser un rééquilibrage du microbiote par une mise au repos de l'intestin. On va avoir également une régulation de la glycémie et par conséquent une diminution du taux d'insuline dans le sang. Et l'insuline étant l'hormone du stockage, il y aura une réduction de la mise en réserve sous forme de masse grasse. Donc le jeûne intermittent de 24 à 48 heures relance l'autophagie, c'est-à-dire que lorsqu'une cellule est stressée, elle va, en carence de nutriments, digérer les substances qui ne lui sont pas indispensables, qui ont vieilli à l'intérieur d'elle-même, et elle va en faire des petites vésicules. Donc ça peut s'arrêter là et être digéré à l'intérieur de la cellule, comme une sorte de lifting, mais elle peut aussi mourir et être évacuée par des macrophages qui sont des sortes de nettoyeurs. Donc c'est un système qui existe toute notre vie et qui va en ralentissant avec le temps. Donc le jeûne est une menace et à ce titre, il va déclencher ce processus qu'on appelle le PRR, donc protection, réparation, régénération. Protection de l'intégrité des membranes cellulaires, réparation moléculaire et cellulaire et régénération des cellules souches par stimulation de la régénération des cellules souches. Donc le jeûne réduit les marqueurs inflammatoires de bas grade et de haut grade, comme la douleur, l'inflammation, les maladies chroniques inflammatoires de l'intestin ou la polyarthrite rhumatoïde. Et il réduit le stress oxydant dans les cellules saines et l'augmente dans les cellules cancéreuses. Donc le jeûne va augmenter l'adiponectine, qui est un antitumoral, anti-inflammatoire et anti-allergique, et il va diminuer le taux de leptine, ce qui est une bonne chose, sinon on a faim tout le temps. Donc le jeûne améliore bien sûr la sensibilité à l'insuline, comme nous l'avons vu, mais il favorise également la sécrétion de l'hormone de croissance, qui est une hormone brûle-graisse.
ce qui va conduire à une régulation du poids et donc à une prévention des maladies métaboliques. Nous allons voir maintenant les facteurs naturels de santé, ce que nous pouvons faire facilement dans notre quotidien, des petites choses simples à mettre en place. Donc l'air est quelque chose d'essentiel, encore plus essentiel que la nourriture elle-même. En effet, on peut rester plusieurs semaines sans manger, plusieurs jours sans boire, mais seulement quelques minutes sans oxygène, 4 à 5 minutes, et encore il y a des séquelles au niveau cérébral. Donc la première nourriture, c'est l'air que vous respirez. Même quand on est en ville, il est important de s'oxygéner, d'aérer vos appartements. Les intérieurs sont souvent plus pollués que les villes elles-mêmes, avec ce qui se dégage de nos meubles, de la peinture, des solvants utilisés pour coller les tapisseries. Au niveau des tapis également, il y a tout un dégagement de molécules délétères pour la santé. Donc aérer est important. Et dès que possible, aller marcher au grand air et puis au quotidien pour se préoccuper de sa respiration. Des petits exercices de type cohérence cardiaque que je vous engage à tester. La cohérence cardiaque se fait très facilement. Il y a même des applications gratuites sur Internet. Il s'agit en fait d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer également sur 5 secondes et de faire ça quelques minutes, plusieurs fois par jour. Ça va favoriser la détente et la relaxation de l'ensemble de l'organisme. Ça va favoriser également le travail du parasympathique. Et chaque fois qu'on favorise le travail du parasympathique, on favorise la détente et la relaxation. Donc tout l'organisme s'en trouve amélioré. Un petit exercice très simple et ludique en même temps, c'est de souffler dans une paille. On remplit un verre d'eau et on fait des bulles avec une paille en soufflant le plus longtemps possible. On va ainsi aller chercher l'air résiduel au niveau des poumons. Ensuite, nous allons parler de l'eau, aliment et élément important. Et puis, l'eau est importante par son utilisation extérieure, comme on le voit sur la photo, par les bains. Quand nous nous baignons dans une eau thermale ou dans l'eau de mer, nous assimilons directement à travers la peau les sels minéraux. Donc l'eau est un bienfaiteur et apporte une grande détente. Donc au quotidien, chez soi, il est très facile de prendre un bain en rajoutant du gros sel et pourquoi pas des huiles essentielles également pour participer à une meilleure détente. Et quand nous n'avons pas la chance d'avoir une baignoire, ça peut être tout simplement un bain de pied, ce que faisaient nos grands-mères quand elles avaient beaucoup marché. Et un bain de pied sera particulièrement délassant. On peut mettre du sel dans l'eau du bain de pied et également des plantes bonnes pour la circulation du sang. Et tout ça va participer à la détente. Je tiens également à rajouter qu'une fois de plus, nous pouvons rester plusieurs semaines sans manger, mais seulement quelques jours sans boire. L'importance de s'aérer à l'extérieur va également être de s'exposer au grand air et au soleil si possible. Le soleil est un facteur de santé très important. Il nous permet de fabriquer notre vitamine D. On a souvent tendance à trop se protéger par rapport au soleil. À juste raison, il s'agit d'être vigilant et de ne pas finir brûlé avec des coups de soleil ou de risquer un cancer de la peau. Mais il ne s'agit pas non plus de se surprotéger. Ce qui est important, c'est de savoir au bout de combien de temps on va rougir. Si on sait que notre peau commence à rougir au bout de 15 minutes, eh bien, on peut rester 10 minutes sans protection solaire et mettre un écran total au bout de ces 10 minutes. Comme ça, on a quand même fabriqué de la vitamine D quelques instants. C'est plus qu'une vitamine, c'est une vitamine hormone qui est essentielle pour tout l'organisme. Donc je vous engage à vous exposer suffisamment, une trentaine de minutes par jour d'avril à octobre, en exposant une surface équivalente à la surface du visage et des mains. Ça nous permet d'avoir notre dose quotidienne de vitamine D. Et il est important également de penser aux personnes âgées qui ne sortent pas de chez elles, si elles ont un balcon, de s'asseoir près de la fenêtre ouverte et d'avoir ce petit temps d'exposition qui permet également de prendre soin de son moral
puisque le soleil est toujours bénéfique pour le moral et qu'il permet d'avoir cette fabrication de vitamine D. Il a été démontré que la terre, l'humus, un sol de bonne qualité, contient des micro-organismes qui fabriquent des gaz qui sont bénéfiques pour le moral, qui sont euphorisants. Donc tout ce qui va nous permettre d'être en contact avec ce sol, avec cette terre, comme marcher pieds nus le matin dans la rosée par exemple, ou jardiner, ou aller se promener en forêt, aura cette composante bénéfique pour l'humeur. Et si vous avez la chance d'avoir un jardin, jardiner est quelque chose qui permet de se recaler par rapport au rythme des saisons, de retrouver la patience d'attendre que les choses poussent. C'est un grand régulateur de l'humeur. Et quand on n'a pas la chance d'avoir un jardin, on peut avoir tout simplement quelques pots de fleurs sur son balcon ou un petit pot d'herbes aromatiques comme du persil ou du basilic par exemple quand c'est la saison dans sa cuisine. C'est également une façon de renouer le contact avec la terre. On peut également faire de la poterie par exemple, l'intégrer dans les activités de loisirs. Ce sera une façon aussi de se reconnecter avec cet élément qui est précieux pour notre santé. Il faut se souvenir que nous sommes des êtres d'extérieur. L'humain n'est pas fait pour être enfermé. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs marchaient environ 20 km par jour. Donc l'extérieur est quelque chose d'essentiel à notre santé et à notre morale. Un facteur important également va être le mouvement. Un des grands pourvoyeurs de mauvaise santé et qui fait le lit de beaucoup de pathologies, c'est la sédentarité. Or, nous sommes dans des vies très sédentaires, en particulier chez les enfants qui courent beaucoup moins qu'autrefois. Ils ont perdu une grande capacité de leurs compétences à courir et à bouger. Donc le mouvement sera essentiel. Même quand on a une vie sédentaire, on peut toujours trouver des petits temps pour bouger. Par exemple, au lieu de monter voir son collègue ou de rentrer chez soi par l'ascenseur, on peut tout à fait prendre l'escalier et ces quelques minutes d'exercice vont être comptabilisées. Il faut savoir que tous les mouvements qu'on va faire au fil de la journée, tout ça va s'additionner. Il n'est pas forcément nécessaire de bouger 1 heure d'affilée, mais de minute en minute, ça va s'additionner. Le mouvement est important pour l'ensemble de la santé. Ça va favoriser la circulation du sang, la bonne respiration. Quand on respire mieux, quand on bouge mieux, on a un massage au niveau des organes de la digestion et au niveau du foie, donc tout va mieux fonctionner. 80% des déchets sont volatiles et sont donc éliminés par la respiration. Donc on accélère la circulation du sang dans son ensemble et donc on va avoir une meilleure élimination des toxines et puis le mouvement va permettre un meilleur entretien des muscles et les muscles conditionnent la bonne santé de l'ensemble de l'organisme. Les muscles participent à notre immunité. Donc le mouvement est également important pour l'entretien du muscle cérébral, c'est-à-dire du cerveau. Faire des mots croisés, c'est très bien, ça maintient une connexion au niveau des neurones, mais le meilleur entretien du cerveau et la meilleure prévention de la dégénérescence cérébrale, c'est le mouvement. C'est important à mettre en œuvre dans votre journée par des petits temps de mouvement. Se lever de sa chaise pour bouger, aller voir son collègue par les escaliers, etc. Donc le corollaire de l'exercice physique, c'est tout simplement la détente, le sommeil en particulier, qui est un élément de bonne santé important. Nous avons hélas perdu 1h30 de sommeil depuis une trentaine d'années, d'après les chiffres de l'INSERM. Or, le sommeil est extrêmement important. C'est la nuit que notre système nerveux autonome parasympathique fait son travail de maintenance, de réparation et d'élimination des toxines. Donc moins nous dormons, moins nous éliminons. Le sommeil est sous la dépendance de nos hormones et tous les facteurs de perturbation hormonale qui nous entourent dans ce que nous respirons et ce que nous mangeons et quand nous travaillons beaucoup sur écran également vont perturber le système hormonal qui nous permet d'entrer également dans un sommeil de bonne qualité. Donc 2 heures de travail sur écran le soir peut retarder l'endormissement d'1 heure et va également perturber la qualité du sommeil.
On peut dormir suffisamment longtemps, mais avoir un sommeil moins performant, moins efficace, avec moins de temps de sommeil profond. Donc la mémorisation en particulier sera perturbée. Donc ce sera à prendre en compte pour les adolescents qui passent beaucoup de temps sur leurs outils informatiques. Ils ont souvent le souhait d'être connectés en permanence et restent en vigilance, et le sommeil va être d'autant plus altéré. Donc c'est quelque chose auquel il sera important de penser. L'immunité dépend également de la quantité et de la qualité du sommeil. Quand on dort mal ou pas assez, il sera important de trouver des temps de compensation, comme la sieste par exemple. Donc dans la journée, une sieste d'une vingtaine de minutes permet de récupérer et de redonner du tonus dans la journée. Et puis, pour favoriser un bon sommeil, il est nécessaire d'être bien équipé. Avoir un bon matelas dont la qualité va conditionner la qualité du sommeil. On peut avoir un très bon matelas, mais qui ne convient pas à la personne non plus. On devrait toujours pouvoir essayer un matelas tranquillement avant de pouvoir se décider dans son achat. Et puis, ce qui va favoriser un bon sommeil, ce sera de dormir dans une pièce qui n'est pas surchauffée. L'excès de température va favoriser l'éveil et gêner l'endormissement et le sommeil. Donc, on peut également utiliser des huiles essentielles pour favoriser le sommeil, comme diffuser de la lavande ou du lavandin, ou en mettre sur un petit mouchoir à côté de soi, ou quelques gouttes sur le plexus solaire ou sur les poignets. Et puis, de respecter les horaires personnels de chacun. Il y a des couches tôt et lève tôt, et des couches tard et lève tard. Donc ça demande de se connaître et de savoir à quel moment le train du sommeil va passer pour soi. La phase d'endormissement dure quelques minutes, et quand on la manque, on doit attendre le cycle suivant qui est d'environ 1h30. Donc on doit attendre 1h30 pour pouvoir s'endormir. Donc voilà pour le sommeil, un élément essentiel. L'hygiène corporelle, c'est également une chose à laquelle on ne pense pas toujours. On pense beaucoup à la qualité de ce qu'on mange, de ce qu'on va ingérer, mais on ne pense pas toujours à ce qu'on va mettre sur la peau. Or, la peau a la capacité d'absorber ce qu'on lui met dessus. Elle n'est pas complètement imperméable, elle est semi-perméable. Donc tous les produits d'hygiène corporelle vont être quelque chose d'important. Ce qu'on va mettre comme crème, comme déodorant, les savons, va être important car ça va passer la barrière cutanée. Donc attention à la composition, plus c'est simple, mieux c'est. Plus il y a de non barbares ou chimiques, plus c'est compliqué, plus on risque d'absorber à travers la peau des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des molécules chimiques qui vont venir perturber l'ensemble de nos hormones, et entre autres les hormones du sommeil également. Donc ce qui sera important aussi sera de préserver le film hydrolipidique qui la protège et également la flore cutanée. Comme nous avons une flore intestinale, nous avons une flore au niveau de la peau et elle est importante à respecter puisqu'elle nous assure une protection contre d'éventuelles infections. C'est quelque chose dont il faut prendre soin. Donc il n'est pas utile de se savonner plusieurs fois par jour complètement. Même quand on prend une douche, on n'est pas obligé de décaper l'intégralité de notre corps. On peut également favoriser l'élimination par la peau. Donc nous avons une flore au niveau de la peau et elle est importante à respecter puisqu'elle nous assure une protection contre d'éventuelles infections. Donc c'est quelque chose dont il faut prendre soin. Donc la peau prend le relais de nos organes quand il y a un excès de toxines. Et on peut favoriser son travail, comme on le voit sur les photos, par le sauna ou le hammam, qui sont également des outils qui accompagnent parfaitement le jeûne intermittent. L'écologie intérieure, comme on pourrait l'appeler, avec l'équilibre émotionnel et l'équilibre psychologique. La gestion de nos émotions contribue à notre équilibre de santé. Elle participe pleinement à notre bonne santé. Donc c'est quelque chose que nous n'apprenons pas. Nous apprenons à bien nous conduire avec l'entourage, à s'occuper des autres, mais rarement à s'occuper de soi. Donc bien gérer ses émotions, ça commence par bien se connaître, par apprendre à se recentrer sur soi et à identifier ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Comment se recentrer sur soi ?
En prenant tout simplement ce qu'on appelle un petit carnet de gratitude. La gratitude, c'est un sentiment important qui contribue à la notion de bonheur et ça nous permet de noter dedans ce qui nous convient, ce qui nous réjouit le corps et le cœur et ce qui nous fait du bien. Donc ça peut être de petites choses simples, comme le sourire qu'on a échangé avec quelqu'un, un chant d'oiseau qu'on a entendu, de prendre quelques minutes par jour pour se recentrer sur soi et sur ces petits événements, pour les noter ou le faire 3 fois par jour ou 3 fois par semaine par exemple. Cela permet de pouvoir se raccrocher à quelque chose quand on a des événements qui sont plus compliqués à gérer et qui viennent nous décentrer de nous-mêmes et qui viennent nous mettre en colère ou nous faire du mal. Donc ça permet de pouvoir se raccrocher à quelque chose qui nous a fait du bien et de pouvoir retrouver cet état. On ne peut pas être en état de gratitude tout en étant en colère. Ce sont deux choses physiologiquement impossibles en même temps. Donc ça nous permet de plus facilement prendre du recul et petit à petit d'établir une meilleure relation avec nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'agresser son conjoint ou son patron, mais d'être capable au fond de soi de dire « tiens voilà, ça je prends » ou « ça je ne prends pas » ou « je regarderai plus tard quand je serai un peu plus calme ». Personne d'entre nous n'aurait l'idée de conduire une voiture les yeux fermés ou de dire « tiens, le voyant d'huile s'est allumé et je ne fais pas attention, je continue comme ça ». Or, souvent, nous avons des petits signaux qui nous donnent l'alerte sur nous-mêmes, qui nous font penser que quelque chose va déborder ou ne nous conviendra pas. Et on ne fait pas attention car, encore une fois, on n'a pas appris à faire ça et finalement, on ne sait pas quoi en faire. Et on met un mouchoir par-dessus. On garde des post-it à l'intérieur qui viennent cristalliser du point de vue émotionnel et qui sont une forme de toxine au niveau psychique et dont on a du mal à se délivrer. Donc dans l'équilibre émotionnel, on peut également mettre l'écologie relationnelle, donc avec soi-même, mais également avec les autres. Donc nous sommes des êtres de lien, donc le lien avec autrui est quelque chose d'important. La famille, les amis, les voisins et l'entourage en général. Donc c'est quelque chose d'essentiel à notre équilibre et il a été démontré que les malades bien entourés guérissent beaucoup plus facilement, même de maladies compliquées. La guérison sera plus rapide et plus stable dans le temps. Donc dans l'équilibre émotionnel, on peut également mettre la notion de lien et de bonheur, la relation avec les animaux de compagnie, en particulier avec les chiens ou les chats. Les chats sont de grands thérapeutes, ils pratiquent très bien la ronron-thérapie, ce qui est extrêmement apaisant pour nous les humains. Ça nous procure un état de relaxation. Et les chiens sont un facteur à la fois d'exercice, puisque quand on a un chien, il faut aller le promener, donc on est plus enclin à aller marcher. Et les chiens sont de grands maîtres dans le contact avec autrui, et souvent ça permet de parler plus facilement avec d'autres personnes et de créer du lien. Il a également été démontré que les gens qui ont un chien, qui font un infarctus, récupèrent 6 fois plus vite et meurent 6 fois moins que les gens qui n'ont pas de chien. C'est quelque chose qui rentre dans notre équilibre émotionnel avec la gestion des émotions et comment mieux se connaître et mieux revenir sur soi. Donc l'équilibre psychologique, c'est quelque chose d'essentiel également, comment mieux se sentir dans sa vie. Ça peut être tout simplement de trouver du sens à sa vie. Nous avons besoin de savoir pourquoi nous faisons les choses. Trouver du sens, c'est important. L'humain n'aime pas les choses qui sont incohérentes et qui n'ont pas de sens tout simplement. Donc ça peut être de s'orienter sur la philosophie, la méditation qui permet de prendre du recul sur beaucoup de choses, de se raccrocher à un groupe de Qigong, l'exercice du yoga aussi dans lequel on retrouve une philosophie de vie. Il sera également important de pouvoir donner libre cours à sa propre créativité, soit dans les loisirs,
soit d'en créer quelque chose, mais les loisirs sont particulièrement importants. Ils nous rechargent également dans notre énergie, hein. Même si on est passionné de ce qu'on fait, on ne peut pas recharger ses batteries là où on dépense son énergie au quotidien. Et si on ne travaille pas et qu'on s'occupe de sa famille, il est important aussi d'avoir un temps pour soi, un temps de créativité, de loisirs, un temps pour soi parce que quand on dépense son énergie sur le travail ou sur s'occuper de son entourage, ce n'est pas là qu'on va se recharger. On a besoin de cet espace à soi. Les enfants nous le font particulièrement ressentir hein, quand on a une maman ou un papa qui rentre de son travail et n'a pas eu ce sas de décompression. Et bien souvent, les enfants perçoivent que le parent n'est pas disponible intérieurement et le lui font souvent payer très cher en étant beaucoup plus agité. Alors que si le parent se donne le droit de prendre ne serait-ce que 15 minutes entre le travail et le retour à domicile pour s'occuper de sa famille, ça peut être de rentrer à pied tranquillement, d'écouter un peu de musique dans la voiture, des choses simples et faciles à mettre en action. Les enfants seront alors beaucoup plus calmes si le parent est lui-même plus calme intérieurement. Il est donc important de trouver un petit espace et de faire un peu le vide par rapport à une journée de travail fatigante. Et puis, encore une fois, ça permet de mieux recharger les batteries hein, quand on se donne des temps de loisirs. Ça peut être le droit de s'accorder 1 heure de massage par semaine ou par mois, ou de s'inscrire dans un club de tricot. Hein, le tricot est une forme de méditation. Hein. La stimulation des sens va également faire partie de l'équilibre psychologique. Les humains n'aiment pas la monotonie. Donc vivre dans un environnement triste, sans couleur, aura un retentissement sur le moral également. Donc soyons attentifs à l'environnement de nos maisons ou de nos appartements. Ça peut être simplement de temps en temps de refaire les tapisseries, de repeindre, de changer les meubles de place, de mettre des petits cadres dans la maison, sur son bureau, des cadres d'enfants, de sa famille, un petit pot avec des fleurs, etc. Quelque chose qui va apporter du bonheur et de la joie. Donc ça peut être également d'apprendre à écouter de la musique, tout simplement, à décortiquer la musique, à reconnaître les instruments, et ce sera un temps d'intériorisation et en même temps de détente. Donc se donner le droit d'avoir du temps pour soi, c'est précieux. Le fait d'être mieux avec soi-même va faire qu'on sera mieux avec les autres également. Donc l'hygiène de vie, c'est vraiment à tous les niveaux, au niveau physique et au niveau psychologique, pour avoir une physiologie qui fonctionne mieux, pour avoir un meilleur état de santé par tout un ensemble de petites choses. L'alimentation, hein, bien évidemment, nous en avons déjà parlé avant avec l'alimentation saine, c'est effectivement le fondement de la bonne santé. C'est là que nous trouvons les éléments qui nous permettent un bon entretien de notre organisme. Donc après cette semaine de jeûne intermittent ensemble, nous allons voir quelles sont les possibilités de continuer dans votre objectif et ne pas perdre les bénéfices acquis durant cette semaine de coaching. Donc nous vous proposons donc d'expérimenter le fasting, c'est-à-dire le jeûne de 16 heures pour votre continuité. Donc c'est un jeûne de 14 à 16 heures minimum par jour qui consiste à prolonger le jeûne nocturne. Donc il existe 2 façons de procéder. La première consiste à supprimer le repas du soir afin d'avancer le jeûne nocturne et donc à conserver un petit déjeuner si possible protéiné, un déjeuner et éventuellement une petite collation à 16 heures. La deuxième consiste à supprimer le petit déjeuner afin de prolonger cette fois-ci le jeûne nocturne et de conserver le déjeuner et le dîner. Donc à la suite de cette semaine, vous pourrez choisir de repartir soit sur une alimentation équilibrée répartie sur 3 repas quotidiens, mais tout en conservant un temps de jeûne nocturne suffisant comme nous l'avons vu. Ou bien vous pouvez expérimenter le fasting comme nous venons de le voir. Vous pourrez également poursuivre le jeûne de 24 heures comme vous avez pu le faire cette semaine avec un repas unique par jour.
soit ponctuellement pour attraper un excès alimentaire, ou sur 1 ou plusieurs jours par semaine. Ou encore poursuivre avec un jeûne de 2 jours consécutifs dans la semaine, que vous pouvez combiner avec d'autres types de jeûnes intermittents quotidiens, comme nous l'avons vu lors de la conférence sur la présentation des différents types de jeûnes intermittents. Et pourquoi pas expérimenter un jeûne hydrique de 5 à 7 jours, une fois par an, en coaching en ligne, comme vous venez de le faire, ou en plénière dans l'un de nos centres Jeûne et Bien-être ou Jeûne et Santé. Donc vous pouvez avoir envie de changer certaines habitudes. Il faut savoir que changer une habitude, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Il ne suffit pas de se dire je dois faire ceci, il faut vraiment se fixer un objectif et un objectif réalisable. Donc vous avez entendu beaucoup de choses au fil de ces exposés, des choses que vous connaissiez pour la plupart, mais que parfois vous aviez un peu oublié ou un peu mis de côté. Donc je vous engage à réfléchir à ce que vous avez envie de changer. Donnez-vous le droit aussi de ne pas avoir envie de changer quoi que ce soit non plus, ça vous appartient et votre santé vous appartient. Mais si vous avez envie de changer certaines choses parce que vous avez pris conscience, prenez la peine de prendre un autre petit carnet sur lequel vous noterez ces choses-là. Si je prends un exemple au hasard, ça peut être la mastication. Si vous savez que vous ne mastiquez pas assez et vous souhaitez changer les choses parce que vous avez pris conscience de son impact sur notre système digestif et notre santé, identifiez déjà comment vous mastiquez. Ça peut être par exemple 3 fois par bouchée. Et fixez-vous un objectif réalisable. Donc regardez quand est-ce que vous êtes disponible pour mastiquer. Par exemple le lundi soir parce que vous êtes tout seul, tranquille chez vous. Notez-le. Je vais mastiquer 10 fois chaque bouchée le lundi soir. Si vous voulez trop difficile tout de suite, par exemple 30 à 40 fois par bouchée, ça ne va pas tenir dans le temps. On va le faire 1 fois, 2 fois, mais comme le barreau d'échelle est trop haut, ça n'est pas pérenne. Donc en fixant quelque chose de réalisable, ça vous permettra d'y accéder et puis petit à petit, vous allez créer une nouvelle habitude. On n'efface pas une habitude, on en met une autre par-dessus et il faut à peu près 1 mois d'effort en y pensant vraiment à chaque fois pour créer une nouvelle habitude. Donc soyez bienveillant avec vous-même comme vous le seriez avec quelqu'un d'autre. On a le droit des fois de monter un barreau d'échelle et puis de redescendre parce qu'on est moins disponible, parce qu'on est pris dans la vie. Et puis ça permet de revenir ensuite sur ce barreau d'échelle et de recommencer petit à petit et les choses s'installent tranquillement. Fixez-vous des objectifs personnels qui n'appartiennent qu'à vous, qui sont réalisables et soyez bienveillant avec vous-même. Encore une fois, votre santé vous appartient. Je vous souhaite d'avoir envie de vous en préoccuper, de prendre votre pleine autonomie par rapport à tout ce que vous avez entendu, de vous ouvrir à ce qui vous convient, de prendre ce qui vous convient et de laisser ce qui ne vous convient pas. Et encore une fois, de savoir accepter des petits allers-retours dans les changements. Et puis, petit à petit, ces changements pourront s'installer de façon plus pérenne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne reprise et une bonne continuation en pleine santé. Donc cette série d'exposés est terminée. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne continuation au nom de toute l'équipe de Jeûne et Coaching. Et encore une fois, si vous souhaitez davantage d'informations sur une vie saine, nous vous proposons également de nous rejoindre sur notre web magazine qui est là à disposition avec une multitude d'informations et d'enseignements. Et bien voilà, c'était notre dernière conférence sur l'hygiène de vie et la continuité pour vous permettre de poursuivre vos objectifs après cette semaine ensemble. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Encore merci pour votre écoute et belle continuité à vous.